tu attends quelque chose, Michel? Hein? Tu attends quelque chose? Simplement dire ce que j'ai Ah bon, c'est là-bas que ça va se passer? Non, non, c'est ici, mais c'est la présentation d'abord officielle. Et après, vous allez... On arrête pour une minute pour que les gens qui vont parler, que ce soit Ah ici. bon, alors, d'accord, Oui, on commence. on commence. Est-ce qu'on peut commencer? Can we begin? S'il vous plaît. Dans son excellente étude sur la condition humaine en Union soviétique, intitulée Human Life in Russia, Amande constatait: The famine, which in the beginning overwhelmed the Soviet authorities as an unforeseen catastrophe, was gradually transferred into a kind of a disciplinary institution, organized famine. Cette conclusion, exprimée en 1935 à l'égard de la grande famine qui venait juste de ravager l'Ukraine, s'applique avec autant de justesse aux deux autres tragédies de la même sorte subies par ce pays depuis l'instauration du régime bolchevique. En fait, les trois famines, c'est-à-dire celles de 1921-23, 32-34, 46-47, manifestent toutes une certaine similitude de caractéristiques, tout au moins en ce qui concerne l'attitude de la politique des autorités soviétiques. Le but de cette communication est d'examiner la première famine, survenue au tout début du régime soviétique, à l'époque léninienne, quand le nouveau pouvoir cherchait encore ses formes définitives. En 1921, la famine frappa d'abord la République russe et ensuite se répandit en Ukraine. Je rappelle qu'à cette époque, il n'y avait pas encore d'Union soviétique. La République ukrainienne était officiellement, formellement, une république soviétique, mais complètement indépendante. Dès l'été, la disette envahit les régions du Volga, de l'Ural et du Caucase du Nord, et quelques mois plus tard, toucha la Crimée, les provinces méridionales de l'Ukraine. L'année 1922 n'apporta pas d'amélioration. Au contraire, de nouvelles régions succombèrent à la disette, et en Ukraine, la disette envahit les districts des provinces de Poltava, de Podil et quelques d'autres. Une meilleure récolte en 1922, combinée avec l'aide internationale, mit la famine sous contrôle pour la vaincre complètement l'année suivante. Au total, la famine dura à peu près 2 ans. L'estimation de la population touchée par la disette ainsi que le calcul des victimes de la famine varient énormément d'un auteur à l'autre. De 30 à 35 millions de citoyens soviétiques, c'est-à-dire dans toutes les républiques, sur un total de 139 millions de population, auraient été gravement atteints par la privation de nourriture. De ce nombre, la famine aurait été fatale pour une population, selon les estimés, de 1 à 5 millions. La population de la République ukrainienne comptait à cette époque 25 à 26 millions d'individus. 9 à 10 millions vivaient dans des provinces reconnues officiellement comme provinces affamées. Quant aux décès causés par la famine en Ukraine, ils étaient probablement autour d'1 million, bien que les estimations varient. Hier, on a entendu le chiffre 500, il y en a d'autres auteurs qui vont jusqu'à 2 500 000. De multiples facteurs contribuèrent à la famine. En Russie, la guerre civile ravagea le pays, la politique des réquisitions poussa la paysannerie à réduire les emblavures, et finalement, la sécheresse abaissa la récolte. Les réserves de blé s'y vidèrent et le pays fut au bord du désastre. En 1921, la Russie n'avait pas assez de vivres pour nourrir toute sa population. La famine, provoquée par des causes naturelles, était inévitable à moins que l'aide extérieure ne vienne pour sauver le pays. Les conditions en Ukraine ressemblaient à celles de la Russie, mais leurs implications n'étaient pas identiques. L'Ukraine fut un des principaux théâtres de la guerre, ou plutôt d'une série de guerres, parce qu'il s'agit de la guerre civile entre les Russes rouges et les Russes blancs, la guerre de reconquête de l'Ukraine par la Russie, les campagnes d'intervention des puissances occidentales, pour ne pas parler des partisans et même du banditisme qui se répandait dans le pays. Et pour ces raisons,
l'Ukraine avait subi la destruction de son agriculture. Les régimes d'occupation, les Allemands en 1918, les Russes avant et après, traitaient l'Ukraine comme un grenier inépuisable pour nourrir leurs armées et leur population civile. On se rappelle l'exhortation de Radek aux ouvriers russes en janvier 1918. Je cite, « Si vous voulez du pain, criez mort à la Rada ». La Rada, c'est le gouvernement ukrainien, c'est donc le symbole de l'indépendance ukrainienne. Le télégramme de Lénine du 15 janvier 1918 à Antonov et Orgenikidze, qui menaient les troupes russes contre l'Ukraine, demandait, je cite, « Du pain, du pain, du pain, sinon Peter crèvera ». Peter, c'est le nom de Saint-Pétersbourg ou de Petrograd, actuellement Leningrad. Alors, cette dépêche n'était qu'une première d'une longue série de dépêches russes demandant la confiscation du blé ukrainien et son exportation vers la Russie. En plus de réquisitionner le surplus des produits agricoles aux paysans, les bolcheviks s'efforcèrent d'introduire le système collectif fort étranger à la mentalité du paysan ukrainien habitué à l'exploitation individuelle et ignorant la commune villageoise russe, l'Obshchina. À partir de 1921, le gouvernement soviétique introduisit un nouveau système de taxes en nature, prodnalog, mais sans pour autant abolir les réquisitions en Ukraine, qui avaient existé auparavant, car les autorités considéraient que cette république ne s'est pas acquittée de ses taxes pour l'année 1920. Donc en 2021, on devait encore payer les taxes pour les 20, en plus des taxes pour le 21. Perçu par les paysans comme une politique d'exploitation de la paysannerie par un régime parasitaire, les mesures bolcheviques tournèrent les paysans contre le régime et l'encouragèrent à réduire les emblavures au minimum nécessaire pour nourrir leur propre famille. En 1920 et 1921, de même qu'en Russie, l'Ukraine souffra des conditions climatiques adverses. En conséquence, 2 années de suite, les récoltes furent réduites à une fraction de celle d'avant la guerre. La récolte normale pour l'Ukraine avant la guerre, et même certains moments pendant et après la guerre, était de 1 milliard à 1 milliard 100 millions de poudres de blé par année. De cette quantité, l'Ukraine avait besoin de 700 millions de poudres pour elle-même, c'est-à-dire 400 millions pour nourrir la population, 150 millions pour le bétail et 150 millions pour les semences. Même Lénine notait dans ses notes en juillet 1921 que pour la consommation humaine et les semailles, l'Ukraine devait avoir 450 millions de poudres. Or, la récolte en 1920 fut de 300 millions de poudres, et celle de l'année suivante d'une 50aine de millions de moins encore. Pendant ces 2 années, l'Ukraine ne produisait même pas la moitié de ses besoins propres. Mais, malgré ces mauvaises récoltes, l'Ukraine aurait pu surmonter la crise grâce à ses réserves. Nonobstant la convoitise des puissances voisines qui avaient occupé l'Ukraine pendant différents moments des dernières années, la période où les troubles dans ces régions empêchaient un prélèvement efficace. D'autre part, les paysans n'avaient aucun intérêt à vendre leurs produits pour une devise dévaluée, ni de les échanger contre des produits manufacturiers qui en fait étaient inexistants. Ainsi, les réserves de blé en Ukraine étaient suffisantes pour couvrir la carence des 2 récoltes. Hutchison, un fonctionnaire de ARA, c'est-à-dire American Relief Administration, qui était envoyé déjà dans le pays, estimant à la fin de 1921 que l'Ukraine devrait encore avoir un surplus de 93 millions de poudres. Et son collègue, A. Golder, notait dans ses carnets de voyage le 6 décembre 1921, « Taking Ukraine as a whole, there is enough food to feed every person in that republic under normal conditions. » Mais il ajoute « But normal conditions do not prevail. » Ces conditions anormales, c'était surtout l'attitude des autorités et leur politique de sacrifier
l'Ukraine aux intérêts de la Russie. Si dans l'ensemble, l'Ukraine possédait assez de réserves pour nourrir toute sa population, la répartition régionale était très déséquilibrée. Déjà en 1920, le Midi fut plus gravement touché par la disette et en même temps, il fut soumis à une plus forte proportion de taxes. Malgré la récolte de seulement 300 millions de poudres, la taxe imposée sur l'Ukraine en 1920 fut de 160 millions, dont 100 ou 62,5% imposés sur le Midi. Donc, dans le Midi, où il y avait où les conditions climatiques étaient pires, la récolte était moindre, la taxe était plus lourde. Éventuellement, la réquisition fut réduite à 115 millions, mais le Sud paya proportionnellement plus que le Nord. Au début de 1921, la taxe imposée sur l'Ukraine fut de l'ordre de 117 millions de poudres et ne fut pas abolie même quand la récolte rentrée ne donna que 250 millions de poudres. Encore une fois, la récolte était plus mauvaise dans la steppe que dans le nord, tandis que les provinces septentrionales virent leur production baisser à un tiers, les provinces méridionales ne recueillirent qu'un dixième et parfois encore moins. Dans certains cas, c'était 4% de la récolte normale. Après la rentrée des récoltes, le Nord aurait assez de blé pour se nourrir toute l'année, s'il n'y avait pas de taxes. Le Sud n'avait de blé que pour 4 mois. Il aurait été normal pour les autorités de transférer des faibles réserves du Nord vers le Sud. Or, tel n'était pas le bon vouloir du gouvernement de Lénine. Dès l'été 1921, le gouvernement de Moscou entreprend une grande campagne de secours aux provinces affamées de la Russie, notamment la région de Volga. Le 2 août 1921, Lénine s'adresse aux paysans ukrainiens. Évoquant ce qu'il appelle la magnifique récolte de la rive droite de l'Ukraine et en passant sous silence la récolte catastrophique de l'Ukraine steppique, Lénine exhorte la paysannerie ukrainienne de venir en aide aux affamés du Volga. Le lendemain, Tchitcherine lance un appel aux pays occidentaux pour secourir la Russie affamée. Il énumère les régions touchées par la famine, mais pas l'Ukraine. Une campagne massive d'aide aux affamés du Volga est alors organisée en Russie et presque aussitôt en Ukraine. Il y avait la Croix-Rouge et toutes sortes d'autres organisations, je ne vais pas les énumérer. Entre autres, il y avait une organisation qu'on appelait POMGOL, Secours aux affamés. D'abord, la collecte des vivres. Seulement la première année de la campagne, l'Ukraine envoya 31 millions de blé. Ça, c'est en 1921, avec déjà les difficultés en Ukraine. Les provinces affamées russes sont jumelées avec les provinces ukrainiennes pour rendre l'aide plus directe et plus efficace. Au début de 1922, quand les provinces méridionales d'Ukraine sont enfin reconnues comme des régions sinistrées, le POMGOL de l'Ukraine s'engage à nourrir 1 700 000 affamés, dont 1 200 000 dans les régions du Volga et seulement 500 000 en Ukraine. L'Ukraine envoie en Russie de nombreux trains médicaux équipés de médicaments et aussi de vivres. En plus d'envoyer de l'aide en dehors du pays, l'Ukraine est obligée d'accueillir chez elle d'innombrables réfugiés venus de la Russie. D'abord, tout au début, l'Ukraine s'engage à s'occuper de 25 000 enfants. En fait, déjà au début de l'année 1922, il y en avait 56 000 enfants russes transférés officiellement. Ces enfants étaient choyés de nouveaux hospices, des soins médicaux, de la nourriture adéquate. Tout ceci assure une très faible mortalité des réfugiés venant de la Russie comparée à celle des orphelins ukrainiens. Golder, qui visita plusieurs des asiles d'enfants, remarqua la différence entre ceux qui hébergeaient les réfugiés de la Russie et ceux qui s'occupaient des enfants du pays. Dès septembre 1921, le gouvernement commença une évacuation organisée des affamés de la Russie vers l'Ukraine. En tout, cette opération transféra en Ukraine un demi-million d'âmes
Et ce chiffre n'inclut pas la vague de migration spontanée. C'est un fardeau énorme pour un pays qui lui-même souffrait déjà de la famine. Parmi ces réfugiés, une cinquantaine de milliers d'âmes furent installées d'une façon permanente et sous des conditions vraiment privilégiées. Ils recevaient des terres, des animaux de ferme, la machinerie agricole, ils bénéficiaient des graines gratuites pour les semailles, on leur arrangeait des prêts faciles de capitaux pour lancer leur agriculture, leur ferme. Finalement, ils étaient exemptés de toute forme de taxation pendant une période allant jusqu'à 5 ans. On ne s'étonnera pas que devant ce traitement inégal des victimes de la famine par les autorités soviétiques, la sympathie originale de la population ukrainienne vers les réfugiés russes, et cette sympathie originale était notée par Fischer entre autres, qu'elle soit vite estompée. Golder raconte un entretien avec un vieux russe qui, après avoir acheté du blé en Ukraine, est rentré chez lui en Russie. Et voici ce que Golder note. He said that the feeling of the Ukrainian toward the Russian is quite hostile. And he quotes, "You have made the revolution," say the Ukrainians to the Russians. "Go and live in it and don't come to us." This hostility has greatly increased in the last year or two because of the thousands of refugees, because of the tax and the communists and the Russian soldiers stationed here who collect it. This year the tax, said the patriarch, is heavier than before, and the hostility is consequently greater. A Russian can get no shelter and no help in the Ukrainian village. Il faut ajouter, en fin de compte, l'armée rouge quand on est en Ukraine. 1 million d'hommes, dont seulement environ 10% étaient constitués par les Ukrainiens, vivaient sur le pays et aidaient à réquisitionner et faire d'autres collectes forcées. Déjà en juillet 1921, Lénine proposait de former une armée de 500 jeunes gens des provinces russes affamées et de les envoyer en Ukraine, autant pour se nourrir que pour assurer la réquisition projetée de 150 millions de poudres de blé. Durant toute la période de la famine, l'Ukraine continua d'être taxée. Pour aider les fonctionnaires locaux, la République russe envoya du personnel pour compléter les cadres de réquisitionnement. En 1921, le comité central du parti envoya 540 spécialistes économiques et politiques. Puis le RSFSR envoya 10 000 hommes pour organiser des équipes de confiscation et 20 000 autres pour renforcer la milice alimentaire. D'autres encore sont envoyés pour renforcer l'inspection alimentaire. C'est assez intéressant de noter que dans les ouvrages soviétiques, récemment, il y avait quelques articles publiés qui concernaient la famine. Les articles sont intitulés d'habitude « L'aide mutuelle entre les Russes et les Ukrainiens pendant la famine ». Et quand on regarde l'aide mutuelle, du côté ukrainien, c'est du blé, etc. Du côté russe, ce qui souvent paraît, ce qui est frappant, c'est les cadres. La taxation de l'Ukraine ne servait pas seulement à nourrir la population soviétique de la République russe. À partir de l'été 1922, alors que l'Ukraine était encore aux prises avec la famine, le gouvernement de Lénine décida d'exporter les vivres. Le 4 septembre, le bureau soviétique à Berlin annonça, c'est le 4 septembre 1922, annonça que la Russie avait 2 750 000 tonnes de blé à exporter, c'est-à-dire 168 millions de poudres. Le même mois, le Pomgol fut aboli, ce qui signifiait que la famine était officiellement terminée. Déjà en juillet 1922 et en août, l'Izvestia apprenait au monde que la récolte était bonne et que la Russie pourrait exporter du blé. L'aide étrangère n'était pas rejetée pour autant, car le gouvernement soviétique reconnaissait que les républiques des soviets souffraient encore des vestiges de famine.
La Russie avait décidé d'exporter car elle avait besoin des capitaux pour ses industries. Un fonctionnaire soviétique expliquait: Either we will export our grain and leave 4 million of our people dependent on foreign charity, or the ARA or someone else must arrange a foreign loan of 10 or 12 millions, which up to now we have been unable to secure by direct negotiations. Ainsi, la Russie s'est proposée d'exporter les vivres qui manquaient dans le pays et dont les carences seraient couvertes en partie par l'aide étrangère. Le blé exporté était du blé ukrainien enlevé aux affamés ukrainiens. En 1921-23, l'Ukraine fut réduite à l'état de famine, non pas par des calamités naturelles, mais par la politique de drainage des ressources ukrainiennes, d'abord vers la Russie et puis vers l'Occident. Dans ce sens, cette famine peut aussi être considérée comme une famine artificielle, car elle était causée par la politique consciente et voulue du gouvernement. Fisher trouvait l'attitude du Parti communiste face à la famine ukrainienne plutôt curieuse. Not only did Moscow government fail to bring the Ukrainian situation to the knowledge of the ARA, as it did with other regions much more remote, but it actively discouraged, as has been noted, anything likely to bring the Americans in contact with the Ukraine. Le ARA et l'Occident apprirent que la famine ukrainienne existait grâce en grande partie au contact des Juifs d'Ukraine avec leurs parents aux États-Unis. La communauté juive des États-Unis voulait aider ses coreligionnaires dans les républiques soviétiques et le Jewish Joint Distribution Committee entreprit des démarches dans ce sens. À la surprise de ARA et de JDC, les autorités de Moscou découragèrent ces efforts, surtout en ce qui concerne le contact avec l'Ukraine. En novembre 1921, Hutchison et Golder reçurent une lettre des autorités soviétiques précisant que l'Ukraine avait des bonnes récoltes et qu'elle exportait son blé en Russie. Par conséquent, on demandait que, je cite, the ARA not split its forces but concentrate them entirely on the Volga area. Le même automne 1921, Litvinov s'opposa à l'utilisation d'Odessa comme port d'entrée de secours et proposa à sa place Novorossiysk, une ville qui, elle, comme le note Fisher, se trouvait en Russie. De cette façon, le personnel étranger accompagnant l'aide occidentale ne verrait pas la famine en Ukraine. À la lumière de ces données, on peut se demander si l'insistance du gouvernement de Kharkiv de signer une entente séparée avec le ARA avant de lui permettre d'apporter son aide en Ukraine était motivée par les soucis de l'autonomie de cette république ou reflétait la politique générale du régime d'empêcher l'aide de venir en Ukraine. Ou plutôt, si vous voulez, de limiter l'aide seulement à la Russie elle-même. La famine ukrainienne ne fut reconnue officiellement qu'en janvier 1922, et même là seulement pour les 5 provinces du Midi, Odessa, Mykolaiv, Zaporozhye, Katerinoslav et Donetsk. D'ailleurs, un texte soviétique de l'époque note que les régions étaient déclarées affamées seulement quand tout le blé était enlevé. On enlève tout le blé et ensuite on déclare la région affamée. Avant de cette date, toute l'Ukraine devait payer les taxes et aider les affamés du Volga. Fisher s'étonnait de cet état de choses. With this spreading fire in their own backyard, the Ukrainian Central Executive Committee had taken energetic steps to put out the fire on their neighbors' premises. Quisling, un représentant de la Croix-Rouge de Société des Nations, rapporte que c'est seulement à partir du 11 janvier 1922 que les autorités de Donetsk furent autorisées à arrêter leur œuvre obligatoire de secours aux régions de Volga au moment
où une personne sur 10 dans le Donetsk était déjà sans pain. Mais même après cette date, la collecte d'aide pour le Volga continua dans certaines régions affamées de l'Ukraine. Quisling note aussi, je cite, « Au commencement de mars de cette année, c'est-à-dire 1922, on pouvait encore voir dans les districts de famine du gouvernement, c'est-à-dire la province de Nikolaïev, des affiches disant « Travailleurs de Nikolaïev, à l'aide des affamés du Volga ». Ce même gouvernement avait lui-même, à ce moment-là, 700 000 affamés, environ la moitié de la population. Fisher s'étonnait qu'au printemps de 1922, with 3 millions of their own people starving, the Ukrainian government was still bent on devoting 2/3 of its energies and resources to the relief of another section of the country, namely Russia. Nous avons vu qu'à partir de l'été 1922, la priorité numéro 1 du régime n'est plus la famine, même pas celle de la Russie, mais l'exportation. Ainsi, pendant toute cette période de 2 années, pendant que la famine ravagea l'Ukraine et emportant au moins 1 million de victimes, le souci du gouvernement de Moscou et de son délégué à Kharkiv se réduisait à 2 points. 1. Sauver la population russe de la région de Volga et B. Se procurer des devises étrangères par l'exportation du blé et d'autres matières premières. Dans les deux cas, l'Ukraine était la principale source dans laquelle puiser. En guise de conclusion, à la lumière de cette courte analyse de la famine de 1921-23, certaines conclusions s'imposent. La famine en Ukraine, par contraste à celle de la Russie, était artificielle. Elle était provoquée par la politique du gouvernement qui mettait au premier plan les intérêts de la Russie plutôt que ceux de l'Ukraine, à l'époque où les deux étaient encore deux entités juridiques distinctes. Le régime bolchevique essaya dès le début de minimiser, sinon de cacher complètement, la catastrophe ukrainienne, et ceci pour des raisons qui étaient difficilement défendables devant le monde sur le plan humain. La famine reflétait la survivance de la mentalité traditionnelle des autorités russes envers l'Ukraine. La colonie Ukraine devait servir aux intérêts de la métropole Russie. Les ressemblances avec la famine de 1932-33 sont évidentes.